Bienvenue dans le nouveau Far West américain où les oreilles sifflent et où les comptes se règlent à coups de revolver. Samedi dernier à 2 heures du matin, le Venezuela connaissait la pire attaque de son histoire menée par l'armée états-unienne. Des missiles américains ont bombardé plusieurs zones civiles et militaires à Caracas, la capitale, ainsi que dans les États de Miranda, d'Aragua et de la Guaira. Cet acte constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, en particulier de ses articles 1 et 2 qui consacrent le respect de la souveraineté, l'égalité juridique des États et l'interdiction du recours à la force, a dénoncé Caracas. D'après la capitale du Venezuela, l'objectif de cette attaque n'était autre que de s'emparer des ressources stratégiques du Venezuela, en particulier de son pétrole et de ses minerais, en tentant de briser par la force l'indépendance politique de la nation. La tentative d'imposer une guerre coloniale pour détruire la forme républicaine du gouvernement et forcer un changement de régime en alliance avec l'oligarchie fasciste échouera comme toutes les tentatives précédentes. Fin de citation. Le président américain Donald Trump a confirmé de son côté qu'une opération américaine avait été menée au Venezuela et a annoncé qu'elle avait abouti à la capture de son président Nicolás Maduro et de son épouse, comme nous avons pu l'observer sur tous les médias, toutes les images qui ont circulé. Trump a déclaré, je cite, « Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe d'envergure contre le Venezuela et son dirigeant qui a été capturé. Cette opération de l'armée américaine a été menée conjointement avec nos forces de sécurité intérieure. » Fin de citation. Que faut-il penser de cette nouvelle manifestation de ce qu'on a appelé le néo-impérialisme américain? Pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir de recevoir deux hommes qui connaissent très bien cette question de l'impérialisme depuis de nombreuses années. Saïd Bouamama est avec nous. Bonjour Saïd, bienvenue à toi sur Mizzen TV. Donc je rappelle que tu es sociologue, militant politique, tu es l'auteur de très nombreux ouvrages, hein, je vais en citer quelques-uns, Figures de la révolution africaine, des classes dangereuses à l'ennemi intérieur. Plus récemment, tu as fait publier aux éditions Investigation deux manuels stratégiques, un manuel stratégique de l'Afrique en 2 tomes et un manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient. Pour en discuter avec nous également, on reçoit Youssef Boussouma, hein, que nos auditeurs connaissent très bien. Tu es un habitué de cette chaîne, Youssef. Bienvenue à toi. Enchanté, bonjour à vous. Donc, militant décolonial, tu officies sur la chaîne Parole d'Honneur, tu es aussi un fin connaisseur de l'histoire de la Palestine. Hein. Je renvoie tous nos auditeurs à toutes les chroniques hein, qui ont été enregistrées sur cette chaîne, sur l'histoire de la Palestine, hein, du sionisme et de toute la résistance palestinienne. Alors, ma première question sera très simple. Est-ce que vous avez été surpris par cette attaque Saïd? Disons que la forme de l'attaque m'a surprise. Je ne pensais pas, et c'était inimaginable que ça aille jusqu'à kidnapper et faire un acte de terroriste d'État, de kidnapping du principal responsable politique et de son épouse. Par contre, sur le principe d'une intervention militaire, elle se voyait venir. Et en réalité, elle était même annoncée explicitement par les États-Unis. Compte tenu des enjeux locaux, les États-Unis avaient annoncé qu'ils allaient intervenir militairement. On reviendra après sur les enjeux. Donc ça, ce n'était pas surprenant. Par contre, ils voulaient démontrer effectivement qu'ils étaient en mesure d'aller jusqu'à un kidnapping. Et c'est ça l'élément nouveau aujourd'hui, c'est d'abord cette dimension-là. Youssef, tu as été surpris par cette intervention Manu Militari, kidnapping de Maduro. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un scénario pareil? Alors effectivement, il y avait eu des menaces qui avaient été proférées. Oui, moi également, j'ai été surpris. Hein. C'est vrai on était habitué aux rodomontades de Trump depuis pas mal de temps. N'oublions pas qu'il y a eu pas loin d'une centaine de Vénézuéliens qui ont été tués hein, dans les prétendues attaques de Go Fast qui, soi-disant, emmenaient de la drogue du Venezuela vers les États-Unis. Il y a eu des agressions multiples, mais franchement, je ne pensais pas que… J'ai été étonné par cette attaque, par cet enlèvement. Je pensais qu'il y aurait peut-être une campagne de bombardement. Attaque au sol, je ne le pensais pas. Mais en même temps, nous avons affaire à un gouvernement aux États-Unis qui est en plein délire. Enfin, en plein délire. Non, ce n'est pas un délire. De son point de vue, c'est simplement la continuation
de politiques anciennes, mais c'est vrai que ces méthodes, depuis quelque temps, comment on pensait que voilà qu'il y mettrait un petit peu les formes, des campagnes de bombardement, oui, mais l'enlèvement d'un chef d'État. Alors en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que Trump a l'intention de mettre la main sur le pétrole du Venezuela, et de ce point de vue, eh bien, il est évident il entretient par tous les moyens possibles, par des agents à l'intérieur, eh bien, une agitation. Et je crois que, ben voilà, il va pas s'arrêter là. Il a l'intention de marquer des points. Il a le sentiment que le monde entier a peur de lui. L'Union européenne est à ses genoux, évidemment, est à ses pieds. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut même menacer d'envahir le Groenland, le Canada. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est vrai que au niveau des moyens, je pense que Trump a les moyens de faire tout ce qu'il veut actuellement. Et donc, de ce point de vue, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Alors Maduro avait ces dernières semaines renforcé sa sécurité personnelle, puisqu'il y avait eu des menaces de l'administration américaine. Il changeait fréquemment de lieu et de téléphone portable. Il avait renforcé son dispositif de sécurité. Bon, ça, visiblement, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les conditions qui ont permis à Washington de réussir ce kidnapping et cette agression, cette violation de souveraineté avec des bombardements de missiles? Quelle est l'ampleur, par exemple, des complicités internes dans cette opération? Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Alors, je crois qu'il est trop tôt pour pouvoir déterminer l'ampleur des complicités éventuelles. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis, au Venezuela comme ailleurs, font précéder leur intervention directe de tentatives d'achat, de trahison de hauts responsables. Donc, il est évident qu'au Venezuela, il y a eu des complicités. Quelle est l'intensité de ces complicités? Jusqu'où vont-elles? Je crois que même les Vénézuéliens aujourd'hui sont à la recherche et font une enquête, donc il est trop tôt pour pouvoir le déterminer. Par contre, il faut tordre le cou à l'idée que l'ensemble de l'opération était d'avance un succès, puisqu'il y a eu de la résistance. Euh, les 50 soldats qui ont été tués en protégeant Maduro, c'est près d'une cinquantaine, dont en particulier des internationalistes cubains, près de 35, indiquent qu'il y a eu résistance. Et donc, il faut à la fois éviter de considérer que tout est déjà perdu au Venezuela parce que tout serait pourri au plus haut sommet, et ne pas être naïf non plus. La CIA, vous savez, a les moyens d'être présent quasiment partout aujourd'hui. Quel est le degré de leur influence? C'est ça qu'on apprendra dans les jours et les semaines qui viennent en fonction des informations qui seront disponibles. Qu'est-ce qu'on peut dire, Youssef Saïd, sur la situation politique, actuellement au Venezuela? Est-ce qu'il y a déjà les prémices d'un changement de régime qui se sont mis en place? Est-ce que Trump, pour s'assurer justement cet accès aux ressources pétrolières, a besoin de changer de fond en comble l'appareil politique vénézuélien? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, d'abord, soulignons que l'attaque n'intervient pas à n'importe quel moment. Elle intervient à un moment de tournant au niveau du Venezuela où s'expérimente une nouvelle forme de pouvoir politique, ce qui s'appelle ce que les Vénézuéliens appelaient les communes. D'ailleurs, ils ont une démarche qui est extrêmement originale, puisqu'ils n'ont pas défini théoriquement un mode de décision politique qu'ils appliqueraient partout. Ils ont décidé d'expérimenter de multiples formes à partir de l'idée d'une démocratie par en bas, de multiples formes, en disant on va tirer le bilan et celle qui sera la plus adéquate sera celle qui sera généralisée. Et c'était ce qui était en train de se faire depuis plusieurs mois avec de très nombreux succès. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les images qui nous parviennent aujourd'hui, quand ce sont des images qui viennent de sources autres que les grands médias mainstream, ce sont des images dans lesquelles on voit d'abord réagir la population dans les quartiers, la population dans les villages, c'est-à-dire là où se sont mis en place les communes. Donc, quelle que soit la volonté de Trump, il y aura de la résistance. Il y aura de la résistance et elle sera une résistance acharnée. Je mets de côté l'appareil d'État, du côté de la population en tout cas, ce qu'ils sont en train de vivre depuis plusieurs mois en termes de nouveaux pouvoirs politiques les amène à être en situation de résister. Les armes ont été distribuées à la population, donc il y a sans doute dans les semaines qui viennent, on va voir se dessiner une résistance populaire.
Et sur l'appareil d'État, alors justement, parce que c'est quand même important, parce que justement, ça pourrait donner le signal à une espèce de guerre civile si on assistait à un nouvel appareil d'État mis en place par Trump, espèce voilà, de population, enfin, espèce de collaboration d'État qui se mettrait en place. Si c'est le cas, hein, c'est une question que je pose. Voilà, c'est quand même une question importante. Qu'est-ce qu'on a comme information là-dessus pour l'instant? Ah, on sait qu'il y a eu dans le passé des contradictions entre Maduro et certains généraux. Donc, effectivement, il y a des contradictions au sein de l'appareil d'État. À l'heure d'aujourd'hui, les informations disponibles ne permettent pas de savoir l'état exact des contradictions. Et puis, même du côté des généraux, il faut vraiment prendre la mesure de l'élan qu'a provoqué ce que je décrivais comme nouvelle forme de pouvoir politique. Ça a été vraiment un enthousiasme extrêmement important. Les pouvoirs, en gros, c'est quand même l'idée d'un fédéralisme par en bas, avec des décisions qui sont prises dans les entreprises, dans les quartiers, etc. Ça, je crois que ceux qui ont commencé à l'expérimenter ne vont pas le laisser partir comme cela. Donc, je crois que c'est surtout du côté du peuple qu'il faut regarder aujourd'hui ce qui se met en place. Alors Youssef, un petit retour sur les motivations réelles de l'opération, donc la mainmise sur les ressources énergétiques du Venezuela. Trump ne le cache même pas lorsqu'il dit, je cite, nous allons demander à nos très grandes compagnies américaines d'investir des milliards de dollars, de réparer les infrastructures vénézuéliennes gravement endommagées et de commencer à générer des revenus pour le pays. Fin de citation. Donc pour le pays, surtout pour eux-mêmes, on comprend bien. On dit que l'intervention de Trump a été aussi effectuée quelques heures seulement après la visite des Chinois à Caracas, dans le cadre d'un accord de vente pétrolière, je crois, sans passer par le dollar. Ce qui a, donc, cette intervention aurait eu pour but de court-circuiter cet accord avec les Chinois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Et au-delà, que va permettre l'accès à cette mainmise des ressources énergétiques vénézuéliennes pour l'administration Trump? Youssef? Alors, tout d'abord, juste un petit retour sur les conditions de l'opération. Oui, effectivement, je pense moi également que on ne sait pas encore grand-chose. On sait qu'il y a eu quand même une résistance, c'est vrai, notamment comment la garde qui était constituée de soldats cubains internationalistes, hein, qui étaient là. Il y a eu, on pense, alors je sais pas, même on parle, moi j'ai entendu parler aussi de 80 morts, hein. Il y a eu des civils aussi qui ont été tués. Alors c'est évident que là-dessus, il y a un silence. Autre chose, c'est évident que les États-Unis ont les moyens d'espionner, toujours chercher des complicités à l'intérieur. Je ne sais pas, on a dit les mêmes choses par rapport aux agressions contre l'Iran. Je crois qu'il y a des moyens extrêmement sophistiqués maintenant de contrôle, d'espionnage. On l'a vu comment avec Gaza et avec Israël, hein, sans avoir besoin d'avoir des espions à l'intérieur. Donc, de toute façon, les États-Unis, le Venezuela est à côté, ils ont les moyens. Il y a Trinidad, qui est une base américaine, à proximité, et puis il y a évidemment des agents. Donc, on ne sait pas encore grand-chose. Sur maintenant, comment le fait, une attaque au sol, j'y crois pas, parce que il y a la Colombie qui est à côté. On a même vu que des groupes, de guérilla colombiens étaient même prêts, à intervenir contre une éventuelle intervention américaine au Venezuela. Il y a eu des déclarations en ce sens. Donc un certain nombre de faits montrent qu'une attaque au sol ne serait pas aussi simple. Alors, quant à la mainmise sur le pétrole, alors d'abord la situation au Venezuela, depuis quelque temps, selon un certain nombre d'observateurs, vous savez, le gouvernement vénézuélien prenait, et Maduro entre autres, prenait conseil auprès de Rafael Correa, qui était l'ancien dirigeant équatorien et très performant d'ailleurs, hein, puisqu'il avait réussi un certain nombre de réussites, enfin il avait réussi un certain nombre de choses en Équateur, avant qu'on organise contre lui la cabale que l'on sait. Il est actuellement réfugié en Belgique. Et Rafael Correa, ces derniers temps, visiblement, s'était mis au service de Maduro. Et un certain nombre de succès avait été obtenu d'une amélioration très nette, comment était apparu au Venezuela, notamment en ce qui concerne les transports, en ce qui concerne un certain nombre de mesures économiques. Et ça augurait pas mal, ça augurait de choses intéressantes en ce qui concerne l'avenir. Il faut avoir ça en tête, hein. Et Rafael Correa est quelqu'un qui est de très très bons conseils.
Donc, de ce point de vue, c'est évident que je pense que l'administration américaine n'avait surtout pas envie que les choses s'améliorent au Venezuela, qui était aux prises évidemment avec des conditions très difficiles, du fait des mesures, du fait comment, des sanctions absolument épouvantables qui assaillent ce pays. On ne le dit pas assez, les sanctions, c'est une arme, hein, c'est comment détruire un pays sans canon. Hein, c'est comment détruire un pays sans canon par l'économie. Donc voilà. Alors concernant maintenant le pétrole au Venezuela, le Venezuela a besoin. Le problème, c'est que c'est un pétrole qui est un pétrole lourd, hein, et c'est un pétrole lagunaire, et donc le Venezuela a encore besoin, n'a pas les moyens de traiter ce pétrole ensuite au niveau des raffineries. Donc il dépend aussi même d'entreprises américaines actuellement. Donc c'est vrai qu'il y a cette dépendance dont le Venezuela n'était toujours pas sorti. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je rejoins ce qui a été dit par Saïd. Effectivement, les dernières mesures qui ont été prises au niveau du communalisme, hein, au niveau de comment augurer aussi de choses tout à fait intéressantes. Alors, est-ce que maintenant Trump va pouvoir mettre la main sur le pétrole du Venezuela? Non, voilà, les choses ne sont pas encore écrites, hein, bien évidemment. Les choses ne sont pas écrites. Trump parle comme s'il avait déjà mis la main sur le Venezuela. Il fait croire qu'il y a une entente entre lui et puis une partie du gouvernement du Venezuela. Alors on ne sait pas, c'est lui qui contrôle l'information. Il y a énormément aujourd'hui d'images diffusées par intelligence artificielle, et on sait précisément que des images de manifestations de joie, soi-disant, comment l'annonce de ce qui est arrivé, eh bien, ont été diffusées, ont été générées par intelligence artificielle, par les services américains qui ont inondé les réseaux de centaines de milliers de faux messages. Donc tout ça est à prendre avec des pincettes, hein. Au niveau de l'information, il faut vraiment aller vers les médias alternatifs. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais ce qui est certain, c'est que peut-être que l'arrivée chinoise, de la délégation chinoise, a joué un rôle dans la précipitation de l'opération. Mais de toute façon, c'était une opération qui était programmée de longue date. Le timing était juste à déterminer. Mais je le dis bien, aujourd'hui, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer. Mais je ne crois pas du tout que les Vénézuéliens soient prêts à donner leur pétrole à Trump de cette façon. Je ne crois pas une seule seconde. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de résistance. Et donc sur le calendrier, oui, Saïd, alors sur les Chinois, sur cette Oui, affaire de court-circuiter, oui, alors sur qui est les quand même enjeux, je crois que la première menace économique pour les États-Unis, ça reste la Chine. Donc ça reste quand même une analyse qui est assez intéressante. Est-ce que tu adhères, toi, à cette analyse? oui, alors je suis entièrement d'accord sur l'enjeu du pétrole, mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter au pétrole. L'enjeu est beaucoup plus profond et ça explique la frénésie de Trump et même, à mon sens, l'arrivée au pouvoir de Trump. Pourquoi la classe dominante fait appel à un Trump aujourd'hui? C'est ça qu'il faut qu'on réussisse à comprendre. En réalité, on a la réponse dans deux documents qui ont été publiés récemment. Le premier, c'est le rapport du secrétaire d'État Marc Rubio, qui est un rapport alarmiste pour les États-Unis sur l'évolution de l'économie chinoise. Vous savez que les Chinois ont décidé en 2015, pour ne pas dépendre de sanctions éventuelles, ont décidé un plan de rattrapage technologique et scientifique en disant on se donne 10 ans pour qu'effectivement on ne puisse pas, par les sanctions internationales, être touché dans un secteur important. Il visait 10 secteurs stratégiques, les 10 secteurs les plus importants aujourd'hui au niveau technologique. Et le rapport de Marc Rubio dit, sur 7 de ces 10 secteurs, les Chinois nous ont dépassés. Autrement dit, les Chinois peuvent se passer sur les deux autres, ils sont en voie de rattrapage. Et sur le secteur stratégique le moins atteint, Marc Rubio dit les Chinois ont atteint 75% de leur objectif. Ça veut dire que la Chine aujourd'hui et les BRICS autour de la Chine n'ont pas seulement dépassé au niveau économique, ça c'était déjà le cas depuis plusieurs années, les États-Unis, mais également sur le plan technologique. La Chine n'est plus simplement l'atelier du monde, elle est devenue aussi le centre technologique de production. Et puis sur le plan scientifique, rajoute Marc Rubio, le nombre de brevets déposés par les États-Unis et par la Chine montre une inversion totale depuis 3 ans. Autrement dit, les Chinois produisent
plus de brevets scientifiques dans tous les domaines que les États-Unis, ce qui n'était pas le cas auparavant depuis 1945, et également sur le nombre de publications scientifiques. Donc, on L'intelligence a une artificielle perte aussi. L'intelligence artificielle. oui, absolument. Donc, on a une perte d'hégémonie économique, une perte d'hégémonie technologique, une perte d'hégémonie scientifique. Il ne reste aux États-Unis que l'hégémonie militaire. Alors, et ce que dit Marc Rubio, c'est que ça, c'est pas tenable et que pour les États-Unis, c'est la fin de leur règne. Alors, ils ne le disent pas comme ça. Hein. Ils disent si les États-Unis veulent rester la première puissance civilisatrice, mais en tout cas, si on veut rester hégémonique, il faut à tout prix une réaction très forte. Donc ça, c'est le premier document. Et la réponse à cette question de Marc Rubio, à cette nécessité, elle est donnée par le document qui a été publié en novembre, qui est document de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, qui est un document qui définit la politique militaire des États-Unis, où ils annoncent un plan d'investissement militaire inédit depuis 1945, mais surtout où ils décrivent continent par continent les objectifs. La lecture que je fais de ce document, c'est que les États-Unis estiment qu'ils ne peuvent pas mener aujourd'hui, en étant certains de la gagner, une guerre contre la Chine. Mais que, par conséquent… Une guerre économique ou une guerre militaire? Une guerre Non, militaire. non, là je parle de militaire, puisque Marc Rubio dit on n'a pas d'autres moyens pour rattraper notre hégémonie. Mais qu'il faut donc préparer les conditions d'une victoire, d'une guerre éventuelle. Et donc, continent par continent, ils définissent les conditions. Pour l'Amérique latine, ils indiquent nettement que, il y a retour à la doctrine Monroe, donc l'affirmation pour les États-Unis de la légitimité d'une intervention militaire partout où leurs intérêts seraient touchés. Et il rajoute dans le document qu'il complète la doctrine Monroe par un corollaire Trump, qui là affirme que même quand les intérêts ne sont pas touchés, si les États-Unis estiment que pour l'équilibre du continent, il y a besoin d'intervenir, eh bien, ils peuvent intervenir et que c'est légitime. Donc, ils avouent que le droit international n'a plus aucun sens pour eux, même au niveau formel. Ils le faisaient déjà, mais là, ils l'assument. Ça, c'est pour l'Amérique latine. Ça veut dire que tous les pays qui avaient des liens économiques, des liens technologiques, des liens scientifiques avec la Chine ou avec les BRICS, les États-Unis peuvent estimer qu'ils sont légitimes pour intervenir. Pour l'Afrique, c'est 20 lignes, alors que pour les autres continents, c'est 2 pages entières où ils décrivent les objectifs. Est-ce qu'il y a des cibles? Est-ce qu'il désigne des cibles dans ces objectifs? Est-ce que c'est plus précis ou est-ce que c'est… Non, c'est plus grave que les cibles auparavant. Auparavant, il y avait des cibles précises. Là, c'est tous les États qui tisseraient des liens contradictoires avec les intérêts des États-Unis. En gros, il faut quitter la Chine, il faut quitter les BRICS, sinon vous risquez une intervention. C'est ça qui est dit explicitement. Et la partie sur l'Europe, elle est extrêmement grave. Pour la première fois, les États-Unis assument leur soutien aux partis fascistes européens. En gros, ils disent, au niveau de l'Europe, l'Europe est en crise civilisationnelle. Ils reprennent toute la thématique, toute l'analyse des fascistes européens, de Le Pen aux autres partis de fascistes européens. Crise civilisationnelle, submersion migratoire, crise religieuse, etc. Il faut donc un sursaut, dit le document, et en gros, ils disent au gouvernement européen, ou bien vous devenez des vassaux totaux, ou bien, et c'est là l'aspect nouveau, ou bien il y a des forces montantes, et ils les désignent, ils disent les patriotes, c'est le nom que se sont donnés les fascistes européens, il y a des forces montantes qui sont porteuses d'espoir pour l'Europe. Donc le discours des États-Unis, c'est de dire à l'Europe aujourd'hui, ou vous obéissez totalement et vous vous mettez en ordre de bataille pour une guerre, pour préparer une guerre, ou bien nous avons des remplaçants, il y a des forces montantes qui peuvent vous remplacer. Et la question va se poser sur la question du Groenland, puisque c'est aussi qui est sous souveraineté danoise, c'est-à-dire le Danemark, donc un pays européen, malgré tout. Hein, alors, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est dans l'Union européenne, mais en tous les cas, on reste sur le continent européen. Donc, c'est une question intéressante, parce qu'en général, on associe l'impérialisme, les théâtres d'opération de l'impérialisme à ce qu'on appelle le Sud global. Donc là, ce serait intéressant de voir, intéressant entre guillemets, hein, de voir quelle serait la réaction de l'Europe, de l'Union européenne, si le Groenland était occupé manu militari par Trump. Avant de refaire un retour historique sur
la politique américaine en Amérique du Sud. Youssef, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Saïd, sur ce document et sur ces objectifs des États-Unis, donc d'attaquer militairement et d'occuper manu militari tous les pays, tout ce qui correspondra à la définition de leur intérêt national. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes devant l'alternative fascisme ou révolution, hein. Fascisme ou révolution. Et je crois que l'impérialisme est aux abois. Et effectivement, ce qui se passe avec Trump montre un énorme désarroi. L'impérialisme est en plein désarroi. Les États-Unis me donnent l'effet de quelqu'un qui est au milieu d'une piscine et qui ne sait pas nager et qui bat de toutes ses forces avec ses bras pour essayer de se maintenir à flot. Les États-Unis se rendent compte qu'effectivement, ils sont surclassés. Ils sont surclassés par la Chine. Et aujourd'hui, toute forme, pas uniquement par rapport à la Chine, mais toute forme de souveraineté nationale qui s'exprime dans des pays du Sud, hein, eh bien, est un danger pour les États-Unis. Ils ont régné jusque-là, justement, en réprimant toute souveraineté nationale. On va y venir peut-être tout à l'heure lorsque nous parlerons également du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Mais effectivement, c'est ça le problème. L'impérialisme ne peut survivre qu'en écrasant toute forme de souveraineté nationale dans ces zones d'activité. Et même l'Europe, d'ailleurs, puisque Trump exige une soumission totale de l'Europe. C'est un peu comme un général qui bat le rappel de toutes ses troupes, quitte à écraser, quitte à imposer une discipline de fer, et je suis tout à fait d'accord, c'est que Trump suscite le réveil de toutes les forces fascisantes du continent européen, et ce qui va évidemment très rapidement nous mettre devant cette alternative. L'alternative, c'est vraiment ça. On le disait à chaque fois, socialisme ou barbarie, fascisme ou révolution. Nous serons bientôt devant ce constat. Alors en France, on le voit bien, hein, où les forces fascistes sont absolument débridées. Je veux dire, on le voit bien avec les discours que l'on peut avoir sur CNews et ailleurs, l'attitude de Macron par rapport au coup d'État, véritable tentative de coup d'État de Trump là. Donc on voit bien que les gens qui prétendaient pouvoir maintenir une sorte de social-démocratie et tout, ne font que paver la route à l'arrivée du fascisme. Et donc, on le voit bien que la fausse gauche en France, par exemple, hein, ne fait que paver la route à l'arrivée du fascisme. Hein, et il faut quand même, d'une certaine façon, s'honorer du fait que l'AFI, par exemple, a pris position de façon très très ferme. Hein, mais regardez les autres forces, hein, c'est hallucinant. Alors, en tout cas, les États-Unis actuellement, c'est un petit peu à mon avis, c'est ça, c'est le champ du cygne. Ils vont essayer une confrontation militaire dans l'immédiat. Il n'arrive même pas réellement regardez bien les interventions des États-Unis, c'est de la bravade. Intervenir au Venezuela, qu'est-ce que c'est sinon, c'est effectivement livrer des armes massives, de destruction massive, à Netanyahou, et il n'arrive même pas, disons, à contrôler Gaza. Leur super système sophistiqué n'arrive pas parce qu'effectivement ils ont réussi ils ont eu quelques réussites au Liban et en Iran, mais c'est à cause des moyens technologiques extraordinaires. Mais à Gaza, par exemple, on utilise des systèmes de communication non satellitaires et autres. L'impérialisme n'arrive pas à contrôler ce qui se passe et l'insurrection populaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, eh bien, l'impérialisme va mettre tous ses moyens au service de la domination des peuples. Et c'est vrai que je ne vois pas du tout comment il pourrait aujourd'hui contrer la Chine. Les avances de Trump en direction de la Russie me semblent commandées par la volonté de découpler la Russie de la Chine. Voilà, et là je souscris tout à fait à ce qu'a dit Saïd, c'est-à-dire essayer d'isoler au maximum la Chine, essayer d'intervenir partout où la Chine est présente, voilà, de façon à réduire au maximum les moyens de la Chine pour éventuellement, dans un avenir futur, pouvoir la confronter de façon militaire. Mais je ne crois pas, les États-Unis, aujourd'hui, de quels moyens ils disposeraient pour affronter la Chine. Je veux dire, je ne crois pas une seule seconde qu'ils le peuvent, et je crois sincèrement à un champ du cygne. Mais attention, c'est un champ du cygne qui va être extrêmement violent. Il ne s'agit pas de prendre ça à la légère. L'impérialisme a des moyens militaires gigantesques. Je repense à un livre qui avait été écrit par Alain Jox, dans les années 90, qui me semble tout à fait intéressant, qui s'appelle L'Amérique mercenaire, où Alain Jox expliquait de quelle façon, en fait,
enfin expliquait que la puissance américaine, c'est d'abord la puissance militaire. C'est par le militaire que les États-Unis s'imposent et non pas par leur soft power, par leur réussite extraordinaire, par leur bienveillance. Non, non, c'est par le militaire, c'est par la peur, c'est par la guerre. Avant de revenir sur ce focus historique qui est quand même important, ça redonne une profondeur historique sur cette politique américaine vis-à-vis de l'Amérique du Sud notamment. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous entendez, vous, précisément par le terme d'impérialisme? Par exemple, quand on regarde les dictionnaires, hein, pour voir les définitions classiques qu'on a de l'impérialisme, ça désigne la politique d'un État visant à réduire d'autres États sous sa dépendance politique ou économique, et visant par exemple à la formation d'un empire ou d'une domination. Donc, est-ce que cette définition implique que l'impérialisme soit seulement et strictement militaire, c'est-à-dire en gros que ça se définirait par une occupation militaire et une prise de pouvoir manu militari des États, hein, qui seraient des États vassaux, ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut penser aussi la notion d'impérialisme sous différentes formes, c'est-à-dire pas seulement militaire, aujourd'hui économique. Alors, Youssef, tu disais que ce qui caractérisait l'impérialisme américain, c'était sa domination militaire, c'était à peu près le seul domaine. Pas uniquement, hein. Non, non, pas uniquement, oui, bien sûr. Bien sûr, pas uniquement. Mais justement, par exemple, avec la politique du blocus, on a des armes économiques, on asphyxie des armes, on en reparlera sur le cas de l'Iran. Mais voilà, comment vous définissez aujourd'hui l'impérialisme? Est-ce qu'aujourd'hui, seuls les États-Unis sont une puissance impérialiste, ou est-ce que vous voyez les prémices de l'impérialisme ailleurs dans le monde, peut-être même en réaction à cette politique impérialiste américaine? Un petit mot là-dessus. Alors, d'abord, oui, je pense que dans la fougue du débat politique, on peut employer des mots en oubliant de les préciser. Et je pense que sur le mot impérialisme, aujourd'hui, il est utilisé pas dans tous les sens, ce serait bien, mais à tort et à travers. Je pense, je suis persuadé, moi, que la définition que donnait Lénine en 1916 déjà reste la définition qui est la plus d'actualité. À cette époque-là, on était au tout début de l'impérialisme et Lénine a tenté de comprendre et de théoriser ce que cela pouvait être. Et il le définit d'abord au niveau économique, le militaire étant au service de l'économique. Le militaire n'est pas une réalité en soi, c'est un outil au service de l'économique. Et Lénine dit l'impérialisme, c'est le capitalisme qui est arrivé à son stade de monopole. Lorsque ça n'est plus des petites entreprises ou des entreprises moyennes qui se font concurrence, qui dominent l'économie, mais lorsque de grands groupes avec des masses de capitaux énormes maîtrisent tout un secteur ou toute une branche économique et où les niveaux de profit sont donc des niveaux multipliés par des quantités énormes, avec une dimension de projection internationale en termes de calcul de production et de calcul de vente, etc. Et donc l'impérialisme, c'est lorsque le capitalisme est arrivé à ce stade où les monopoles dominent l'économie. À ce stade-là, ceux qui ont ces masses de capitaux, eh bien, ont besoin que leur État interviennent pour leur faciliter la tâche. Ils interviennent pour accéder aux matières premières, interviennent pour leur ouvrir des débouchés, interviennent pour contrecarrer des concurrents. Et c'est à ce moment-là que l'État intervient au service de ces monopoles pour, par sa politique étrangère et par sa dimension militaire, eh bien, ouvrir des débouchés, créer aider à l'installation d'entreprises, etc. Et on est en plein là-dedans aujourd'hui. L'État américain vient au secours des monopoles états-uniens qui sont aujourd'hui en difficulté face à d'autres économies pour intervenir. Ça veut dire aussi que les États-Unis ne sont pas la seule puissance impérialiste. En France, ce sont aussi des très grands groupes qui dominent. En Allemagne, ce sont de très grands groupes qui dominent. Donc, tous les grands pays. La Chine est quand même la deuxième puissance. Voilà, je veux dire, dans le tiercé des puissances mondiales économiques, puisque tu disais, Saïd, que l'impérialisme, c'est d'abord une dimension économique, c'est une dimension de monopole, d'écoulement des marchandises. Donc, la Chine est forcément dans ce tiercé. Est-ce que la Chine est une puissance impérialiste? Moi, je ne la qualifierais pas d'impérialiste jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est sur une dimension où ça n'est pas le politique qui est au service de l'économique, comme aux États-Unis, comme en France, etc. Pour l'instant, c'est l'État chinois
qui prend un certain nombre de décisions, y compris contre des intérêts immédiats d'un certain nombre de grands groupes chinois. Lorsque c'est contradictoire avec leur stratégie de développement, ils prennent des décisions contradictoires, ce qui est quasi impossible ici. Ici, c'est exactement l'inverse. Il y a certains monopoles qui sont tellement puissants qu'ils dictent la politique aux États. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que la réalité chinoise est une réalité spécifique qui correspond à ce pays continent de manière particulière et qui est donc vit une expérience particulière. Personnellement, je ne la qualifierais pas d'impérialisme. On peut avoir plein de critiques vis-à-vis de la Chine, mais ça n'est pas comparable aux États-Unis ou à la France, etc. D'accord. Youssef, il y a pas plusieurs formes d'impérialisme? Il y a le hard power américain, brutal, dans la tradition du Far West américain, hein, c'est ce que je disais en introduction de cette émission. Est-ce qu'il n'y aurait pas un soft power à la chinoise qui correspond très bien à la politique étrangère chinoise, hein, qui n'a jamais été une politique impérialiste au sens de prise de position de territoire pour constituer, parce que c'est un empire naturel. Par sa taille, c'est un empire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme il y a pas un danger de forme d'impérialisme plus douce, mais peut-être aussi plus dangereuse de ce point de vue-là, en Chine, ailleurs, on voit bien la toile la toile d'araignée chinoise qui s'étend. Est-ce que pour toi, on n'est pas du tout dans une logique impérialiste de ce point de vue-là? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors d'abord, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Saïd sur les définitions de l'impérialisme, hein, bien sûr. C'est d'abord économique. On se souvient des débats entre Lénine et Rosa Luxembourg, sur la définition de l'impérialisme, hein, bon, financier, etc., ou domination mais c'est d'abord économique, hein. Le fait que les États-Unis aient de plus en plus recours à l'armée, et aux opérations militaires, et effectivement aussi peut-être disons une indication sur le désarroi dans lequel se trouve cet impérialisme qui doit de plus en plus intervenir militairement pour consolider effectivement ses positions et autres, hein. Mais bien sûr, l'impérialisme, c'est d'abord un impérialisme économique qui est basé sur une domination, sur une division internationale du travail et sur effectivement des échanges, hein, les termes de l'échange qui sont extrêmement désavantageux pour les pays du Sud. Hein, voilà, c'est quand même précis. Alors, la Chine ne correspond pas à cela exactement. C'est une puissance. La Chine, c'est une puissance. Certes, la Chine fait du commerce. Mais à ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, hein, la Chine ne s'impose pas militairement, ne va pas utiliser son armée pour justement donner un coup de pouce à ses entreprises. Les multinationales, chinoises, ne s'imposent pas effectivement par des coups d'État. Je crois qu'une des très rares bases chinoises à l'étranger, c'est en Somalie, justement, hein. Les États-Unis, on ne compte pas les bases qu'ils ont. Et les bases américaines sont là pour consolider les multinationales américaines, par la force s'il le faut, hein. Par la force, par les coups d'État, par des assassinats. Je veux dire, tout ça, c'est la politique américaine qui n'a pas changé, hein. D'ailleurs, pas qu'américaine, française également. C'est ce qui caractérise l'impérialisme en général. L'impérialisme, pour moi, est un train, hein, c'est le train de l'impérialisme, hein, et effectivement, il y a les wagons de première, il y a la locomotive, les wagons de première classe, de deuxième classe, etc. Et ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue, la Chine ne correspond pas à un impérialisme, parce que quoi qu'on en pense, et effectivement, on peut émettre des critiques sur le pouvoir chinois, mais il y a une volonté politique, il y a un parti communiste, alors que ça plaise ou pas, je veux dire, mais qui prend effectivement des décisions. Et jusqu'à maintenant, la Chine, qui est alors évidemment, une grande puissance, peut s'imposer d'une façon ou d'une autre, par son poids économique. Mais jusqu'à preuve du contraire, la Chine, aujourd'hui, établit des relations commerciales. Alors on les accepte ou on ne les accepte pas, hein. Mais alors évidemment, de par la puissance de son économie, une sorte par gravitation naturelle, eh bien, comment on pourrait penser qu'effectivement des choses sont, il y a peut-être un déséquilibre. Mais aujourd'hui, en tout cas, les gouvernements ont le moyen d'accepter ou de refuser un accord commercial avec la Chine. Avec les États-Unis, c'est autre chose. Ça va se terminer très souvent par des bains de sang, très souvent par des assassinats, très souvent par des mesures, et surtout, ce régime de sanctions absolument incroyable. Je le dis, qui est une façon de détruire un pays sans avoir besoin de canons,
hein. Je veux dire, c'est des économies entières. La misère peut être généralisée dans un pays uniquement par des sanctions. Et on l'a vu par l'intermédiaire du MFI, pardon, du FMI, qui est un des instruments impérialistes essentiels. Ce qu'on appelait, par exemple, les émeutes FMI. Quand un pays a besoin de prêts, le FMI, effectivement, il consomme avec des conditions drastiques qui généralement entraînent des conditions déplorables. Il faut arrêter de soutenir les prix des biens de première nécessité, des produits de première nécessité. Donc, c'est tout ça l'impérialisme. Et ce n'est pas du tout ce qui caractérise la Chine. Je pense que là, il faut absolument se garder de comparaison. On peut être une puissance, on peut effectivement, d'une manière ou d'une autre, contester cette puissance, mais l'impérialisme, c'est autre chose. C'est autre chose, et en plus la Chine qui elle-même a fait les frais dans son histoire de façon épouvantable de l'impérialisme. On oublie quand même d'où vient la Chine. Il faut pas, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où vient la Chine, hein. Les destructions massives, les guerres épouvantables qui ont été imposées à ce pays, je veux dire, La guerre de l'opium, ouais, ouais, ouais. Oui, tout à fait. Alors, avant de parler de l'Iran, un dernier mot sur l'Amérique latine. Donc, je voulais faire quand même un rappel à nos auditeurs du fait que de cette politique à laquelle on a assisté au Venezuela, et bien finalement, n'est pas un fait, n'est pas une nouveauté dans les rapports entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, puisque dès 1954, au Guatemala, par exemple, le colonel Arbenz Guzman, qui était le président du Guatemala, a été chassé du pouvoir par des mercenaires dont on sait qu'ils étaient entraînés et financés par Washington. Et pour quelle raison? Puisqu'une réforme agraire qui menaçait les intérêts de la United Fruit Corporation, donc la puissante société américaine, donc une réforme agraire avait été votée et mise en place. Voilà, on a vu ensuite à Cuba la tentative, hein, cette fois qui avait échoué, de débarquer dans la baie des Cochons, hein, donc là on est en 1961. En 1965, on a vu la République dominicaine, on a vu les États-Unis envoyer des marines et des parachutistes à Saint-Domingue pour étouffer un soulèvement en faveur de Juan Bosch, qui était un président de gauche qui avait été renversé par des généraux, hein, en 1963. Et on sait que Washington a soutenu de nombreuses dictatures militaires en Amérique du Sud, hein. On connaît le tristement célèbre cas de Salvador Allende, donc le 11 septembre 1973, donc c'était aussi un 11 septembre, après son assassinat et au moment du coup d'État de Pinochet, hein. Voilà, on a vu aussi la même politique être mise en place en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie, au Brésil. En 79, au Nicaragua, on a vu aussi la même politique, puisque le Reagan réagit à la rébellion sandiniste qui avait renversé un dictateur qui s'appelait Somoza au Nicaragua. Donc on voit que, et j'ai pas épuisé la liste, hein, de toute cette politique interventionniste active des États-Unis en Amérique du Sud. Donc comment il faut comprendre cette politique? Est-ce que les États-Unis ont toujours considéré que l'Amérique du Sud était son précaré, hein? On parlait du précaré français en Afrique. Est-ce que l'Amérique du Sud était considérée par Washington comme son précaré, son espace naturel où elle pouvait intervenir? Il y a aussi le contexte de la guerre froide, hein, que j'ai pas rappelé, bien sûr, qui aussi qui explique, enfin qui ne légitime pas, hein, qui ne justifie pas, mais qui explique politiquement cette action. Voilà, est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui, ou est-ce que les motivations ont changé, Saïd? Non, on en est encore là, hein. Historiquement, la fameuse doctrine Monroe que j'ai abordée tout à l'heure a été élaborée au moment où les États-Unis se séparent de l'Angleterre lors de la guerre d'indépendance, et où ils présentent la doctrine Monroe comme étant un moyen de se protéger des anciens colonisateurs. Donc ils mettent en avant un discours pseudo-anticolonialiste pour justifier la mise en place d'un précaré. Il faudrait défendre les États-Unis en contrôlant l'ensemble du continent parce que les méchants Anglais seraient prêts à revenir. Et depuis, après, il y a eu la guerre froide qui est venue reprendre avec une autre thématique cette idée, il faut qu'on se protège, le danger est à nos portes, regardez Cuba. En réalité, on a des changements d'argumentaire, mais la logique de j'ai besoin de contrôler l'ensemble du continent, sinon je suis en danger, est une logique qui a toujours été défendue aux États-Unis.
Très bien. Youssef, sur cet aspect, oui, alors est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette perspective historique qui nous permet voilà, de resituer les tenants, les aboutissants de la politique américaine en Amérique du Sud. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nouvelles cibles? Parce qu'on a entendu des déclarations vis-à-vis de la Colombie, je crois, et d'autres pays. Est-ce qu'il faut s'attendre à de prochaines cibles en Amérique du Sud? Bah, oui, bien évidemment, effectivement, la doctrine Monroe, mais je crois même qu'on peut revenir à la doctrine de la manifeste Destiny. Hein. Vous savez, lorsque les colons anglais débarquent, les colons blancs débarquent en Amérique, hein, et qu'ils définissent comment leur rôle en Amérique du Nord, mais on peut le dire de toute l'Amérique, hein, comme étant un droit divin accordé, donc un droit accordé par Dieu, comment, à l'homme blanc de se répandre dans tous les territoires, et notamment l'Amérique, hein, la Manifeste Destiny. Et je crois que le gouvernement américain, enfin le régime américain, est encore complètement empreint de cela, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Alors bien sûr, en Amérique latine, pas qu'en Amérique latine, on va le voir, parce que dans le monde entier, ils l'ont fait dans le monde entier. Hein. On pourra revenir par la suite sur ce qui s'est passé en Iran, sur ce qui s'est passé en Indonésie, où il y a eu un génocide des communistes, par exemple, dans les années 60, hein, 65-66. On pourra y revenir. Mais l'Amérique latine, évidemment, à proximité, c'est le voisin d'à côté sur lequel on a intervenu sans arrêt. N'oublions pas que au moins un bon tiers des États-Unis a été pris au Mexique. Hein, comment a été pris au Mexique, des territoires qui ont été pris au Mexique, comment à l'occasion d'une guerre absolument incroyable. Donc, effectivement, les États-Unis considèrent que c'est leur chasse gardée, mais je crois qu'ils considèrent que le monde entier est leur chasse gardée. Peut-être qu'il y avait un condominium avec la France concernant l'Afrique, hein, donc on concédait un petit peu à la France comme terrain d'exercice de l'impérialisme français, mais les États-Unis pensent que le monde entier. Alors l'Amérique latine, bien sûr, ils n'ont jamais cessé d'intervenir. Alors au niveau mondial, je crois que c'est au bas mot, c'est 97 coups d'État, intervention, invasion des États-Unis depuis 45. Et au bas mot, hein, il s'agit des principales, 97. Et un bon, une bonne partie s'est déroulée en Amérique latine. Effectivement, aujourd'hui, on sait très bien que Cuba, dont la situation est épouvantable au plan économique à cause des sanctions, comment Cuba est sur la sellette, bien sûr la Colombie, d'ailleurs Trump le dit, même le Mexique, il menace même le Mexique actuellement. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Et puis, il ne faut pas croire que pour les autres pays, si effectivement, malheureusement, certains pays du continent sud-américain actuellement traversent une phase plutôt très réactionnaire, voire fascisante. Hein. On le voit bien comment en Argentine et malheureusement aussi au Chili. Je veux dire, c'est aussi parce que les États-Unis interviennent sans arrêt au plan économique. Et donc, des gens se disent que finalement, il n'y a pas d'autre solution. C'est par désespoir également. Hein, c'est par désespoir. Donc, je crois qu'effectivement, les États-Unis est un État prédateur. Il l'a été pour l'Amérique latine, il l'est pour le monde entier. Hein, c'est une réalité, c'est même pas une appréciation morale, c'est une réalité historique et économique. Et je crois que les peuples d'Amérique latine, eh bien, aujourd'hui, voilà, doivent absolument s'organiser parce que nous ne sommes pas du tout à la fin de cette politique. Cette politique a été la politique américaine depuis toujours et elle le demeure. Alors, autre Si je peux scène. me permettre de, Oui, je peux me d'accord. permettre de compléter Oui. parce que je suis entièrement d'accord et c'est important lorsqu'on analyse la politique d'un impérialisme de repérer ce qui est l'invariance, ce qui ne bouge pas, ce qu'on vient de faire, là, les minutes qui viennent de passer, mais aussi ce qu'il y a de nouveau. Et je pense qu'il y a un phénomène, il y a un élément nouveau, non pas nouveau dans l'année 2025 ou 2026, mais nouveau dans le siècle, qui est que pour la première fois, depuis les débuts de l'impérialisme, pour la première fois, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il y avait un seul impérialisme hégémonique. Lorsque les différents pays industriels et capitalistes
face à l'impérialisme, lorsque les monopoles apparaissent à la fin du 19e siècle, on a deux impérialismes qui dominent le monde, la France et l'Angleterre. Il y a eu d'ailleurs de très nombreuses guerres à cause de cela, des confrontations, des coups d'État, etc. Mais il y avait deux puissances qui étaient contraintes de tenir compte l'une de l'autre. Ça a été la situation d'héritage historique. Ensuite, on a eu une transformation avec la Seconde Guerre mondiale, où on s'est retrouvé avec un impérialisme dominant qui était les États-Unis, mais qui avait en face d'eux un autre camp, qui était l'Union soviétique. Et donc, il y avait la dite guerre froide, et l'impérialisme ne pouvait pas faire tout ce qu'il estimait nécessaire à ses intérêts. Il était contraint de prendre en compte un autre adversaire, de la même façon qu'avant, la France était contrainte de prendre en compte l'Angleterre et inversement. Pour la première fois, avec la chute de l'URSS, on a eu un monde dans lequel un seul impérialisme était dominant. Leur préoccupation à ce moment-là était une préoccupation de faire durer cette situation d'hégémonie totale par tous les moyens. Et ils ont élaboré des stratégies qui étaient des stratégies scandaleuses, des stratégies de découper des nations, de provoquer des guerres. Et on ne peut pas comprendre les 30 dernières années, c'est-à-dire les guerres d'Irak, d'Afghanistan, de Somalie, du Soudan. On ne peut pas comprendre si on n'a pas en tête cette volonté des États-Unis de dire, oui, de dire, mais là, on est sur une situation inédite. C'est une situation de rente. Si on arrive à maintenir cet ordre unipolaire, on n'a pas besoin de produire pour s'enrichir. On vit sur le dos du reste du monde. C'est un État rentier qui s'est mis en place ces 30 dernières années. Et le point de démarrage de cela, ça a été le découplage du dollar et de l'or. À ce moment-là, on a décidé d'assumer le fait d'être un État rentier. Et à chaque fois qu'on produit des billets verts sans avoir la production matérielle qui va avec, j'exporte mon inflation vers l'extérieur. Et donc, on a eu ce système de vassalité qui s'est mis en place au niveau économique et qui, aujourd'hui, ne veut pas partir. Ce qui n'avait pas été prévu, ça a été la percée des BRICS. Ils estimaient avoir gagné et d'un seul coup, voilà que des États qui n'ont pas les mêmes projets politiques, qui n'ont pas les mêmes économies, certains sont des monarchies, d'autres des républiques, d'autres se disent communistes, mais dans des choses très diverses, mais qui ont un point commun, qu'ils payent cher le fait qu'il y ait un hégémonisme dominant sous forme de vassalité. Et c'est cette convergence-là qui met un peu la panique du côté des États-Unis. Et je pense que c'est cette image globale qu'il faut qu'on ait en tête si on veut comprendre pourquoi on a un Trump qui attaque de tous les côtés. Il n'est pas fou. Hein. L'image d'un Trump qui est un cinglé, etc. Moi, j'y crois pas. Hein. Derrière Trump, il y a une classe dominante qui lui définit des stratégies, qui lui définit des orientations. Lui, il y met un peu sa touche, mais en réalité, il suit une feuille de route qui est écrite ailleurs par ceux qui savent que les États-Unis peuvent perdre leur hégémonie mondiale. Alors, on va parler de l'Iran maintenant. Donc, oui. Oui, Youssef. Tout à fait. Ok. Je voulais juste peut-être rajouter effectivement qu'après la chute de l'URSS, en 91, on a entendu beaucoup de sornettes. Hein, des gens nous disaient c'est formidable maintenant. Alors moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, évidemment. La fin de l'histoire. C'est formidable maintenant. Il y aura le monde va devenir multipolaire. On disait le monde va devenir multipolaire. Mais c'est absolument faux. Et un certain nombre de personnes, à juste titre, disaient pas du tout. Il va devenir unipolaire. Ça va être la domination totale de l'impérialisme américain. Alors, autre scène d'agitation politique, l'Iran. Des manifestations d'origine économique dictées par l'inflation ont explosé dans le pays. Elles font suite à la montée soudaine du prix de l'or et des devises par rapport à la monnaie nationale, qui a perdu plus de 30% de sa valeur en 2025. L'inflation galopante, dont le taux officiel était de 52% en décembre, a privé la population iranienne de son pouvoir d'achat. Plus de la moitié des Iraniens se trouveraient actuellement sous le seuil de pauvreté et la classe moyenne serait menacée de disparition. L'Iran qui est un pays sous blocus, hein, il faut le rappeler, depuis des décennies. Alors justement, quel lien peut-on faire, encore une fois, entre ces situations de pression et de pressurisation économique exercée contre certains pays et l'agenda impérialiste de Washington. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On a l'impression que voilà, qu'on a affaire à une méthode, une espèce de méthodologie qui est appliquée systématiquement par Washington. Est-ce que voilà, quel lien vous faites justement entre cet aspect de blocus, de sanctions contre des pays et de développement de l'agenda impérialiste? Youssef ou Saïd? Oui. Bah,
j'ai bien, oui, alors très rapidement, bah, effectivement, ce qui se passe en Iran est la continuation de toute cette politique, je le dis, de destruction des pays, sans avoir dans l'immédiat, enfin, bien que les États-Unis sont déjà intervenus lors de la guerre des 12 jours en juin dernier contre l'Iran de façon militaire. Hein. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on fait payer chèrement à l'Iran sa politique de souveraineté nationale. Alors, les gens comment ont le droit comment d'être critiques vis-à-vis du pouvoir iranien. La question pour nous, c'est aux Iraniens de décider, certes, mais on ne peut pas aujourd'hui parler de la situation en Iran sans parler de cette guerre terrible qui est imposée à ce pays qui a tellement souffert des États-Unis, de l'Occident en général, des États-Unis. Tout à l'heure, nous parlions des interventions impérialistes. Il faut se rappeler que l'Iran actuel a décidé de construire une économie sur une base de souveraineté nationale, après une expérience terrible, après un passé total de domination des Anglais, ensuite des Américains et des Français également. Je veux dire, mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Iran si on ne revient pas sur le passé, notamment l'expérience récente après la Seconde Guerre mondiale, en 1953, du docteur Mossadegh. Le docteur Mossadegh, que le Shah d'Iran était obligé de prendre comme Premier ministre sur pression populaire. Hein, et le docteur Mossadegh qui simplement décide de nationaliser le pétrole, le pétrole iranien. Et là-dessus, il se retrouve face à un véritable coup d'État où les impérialistes somment le Shah d'Iran de faire arrêter le docteur Mossadegh et qui sera même passé en procès. Son crime, c'est d'avoir nationalisé le pétrole iranien. Je veux dire, il faut avoir ça en tête quand le régime, quand il y a eu la révolution islamique en Iran. Je veux dire, c'est peut-être un pouvoir religieux, mais c'est un pouvoir religieux qui est un pouvoir de souveraineté nationale, qui décide de mettre en place la souveraineté nationale. Et dès le départ, dès 1979, on a des sanctions contre le pouvoir iranien, contre le gouvernement iranien, contre l'Iran. Et évidemment, ces sanctions vont frapper les populations et on aboutit à la situation d'aujourd'hui où l'Iran est un des pays qui subit des sanctions depuis plus de 40 ans. Je ne sais pas si les gens réalisent. 40 ans, alors des justement, sanctions… des détails. Je voudrais que nos auditeurs comprennent. C'est quoi les sanctions? C'est quoi les sanctions? Par exemple, les sanctions… Ouais. Alors, les sanctions, elles sont de tout ordre. Alors, d'abord, des sanctions économiques au niveau des échanges commerciaux, des échanges internationaux, au niveau de l'incapacité à écouler le pétrole iranien, ou des réductions. Au niveau, par exemple, des entreprises. Les États-Unis interdisent aux entreprises, et de ce point de vue, on voit bien la puissance américaine, y compris sur l'Europe, interdisent même aux puissances impérialistes européennes qui en avaient fait le souhait et d'avoir des relations économiques avec l'Iran. Peugeot a dû se retirer d'Iran, je ne sais pas si on imagine. Cela crée du chômage. Crée du chômage, d'ailleurs, crée aussi des difficultés en France, mais également, et bien évidemment, du chômage en Iran. Je veux dire, les entreprises occidentales n'ont plus le droit, sous peine de sanctions américaines, de faire du commerce avec l'Iran. C'est quoi ces sanctions? C'est quoi ces sanctions, par exemple? Prenons un exemple. Les sanctions, au niveau, l'Iran ne pouvant pas commercer, ça va créer l'Iran au niveau des importations. Ça rend les choses extrêmement compliquées dans des domaines vitaux, le domaine pharmaceutique par exemple, dans d'autres domaines où l'Iran a absolument besoin. Donc, elle va devoir se procurer des produits de façon sur le marché noir. Ça va coûter beaucoup plus cher et donc au niveau économique, ça crée une hyperinflation avec une dépréciation de la monnaie iranienne et donc aussi des secteurs économiques qui doivent fermer à cause des restrictions des activités économiques. Donc forcément, ça crée du chômage en Iran. Une bonne partie du chômage qu'il y a en Iran est due au fait que l'Iran ne peut plus avoir d'activité économique avec un certain nombre de pays avec lesquels l'Iran avait des activités économiques. Ça crée du chômage, des gens sont licenciés. Au niveau des emprunts, incapacité, donc il faut faire des emprunts avec des pays, des pays conciliants, mais ça complique terriblement les choses. Au niveau des transactions bancaires, au niveau d'avoirs bancaires qui ont été gelés, à tous les niveaux, au niveau des transferts des technologies. Alors évidemment, et de ce point de vue, c'est là où l'Iran justement a réussi à damer le pion aux États-Unis, parce qu'en dépit de toutes ces restrictions, l'Iran a réussi par le système scolaire à atteindre des performances absolument incroyables. L'Iran est un des premiers pays, par exemple, en nanotechnologie aujourd'hui, qui sont quand même des technologies de pointe.
en technologie balistique. À tout point Les de vue, drones, la l'Iran a un fabrication des de drones. records mondiaux en matière d'études scientifiques et qui concerne également les femmes. Donc, en dépit de tout cela, et c'est cela qui est absolument insupportable, c'est quand, alors voilà, on le voit, si vous voulez, les sanctions que subit l'Iran, si elles avaient été appliquées à la France, aurait transformé la France en champ de ruines, en champ de ruines. On se demande comment l'Iran peut tenir aujourd'hui. Alors le coût est épouvantable au niveau de l'inflation, au niveau du chômage, à tout point de vue. Je veux dire, et c'est cela qui aujourd'hui, eh bien, en très grande partie, est la cause de ces manifestations que l'on voit. Et d'ailleurs, même, je crois que le gouvernement iranien le reconnaît. Il dit la contestation est légitime. Alors après, on peut avoir un point de vue sur la répression. Et dès l'instant où il y a contestation, il y a forcément répression. Et ça concerne n'importe quel pays du monde. Hein. Je dis bien n'importe quel pays du monde. C'est tout. Je veux dire, avec une agitation qui est entretenue par l'impérialisme en Iran, c'est évident qu'il y a des agents. Alors justement, dans ce contexte, le Mossad a déclaré qu'il soutiendrait les mobilisations iraniennes à travers des comptes sur les réseaux sociaux en persan. On a vu par exemple un message disant, je cite, « Descendez dans la rue, le moment est venu, nous sommes avec vous, pas seulement de loin et par des mots, nous sommes avec vous sur le terrain également ». Donc, sous-entendu, le Mossad a infiltré la société iranienne. Voilà, on sait qu'il y a eu des infiltrations de l'Iran hein, par des espions du Mossad hein, qui avaient rendu possible également les opérations israélo-américaines en Iran. Donc, oui, c'était pour préciser ce que tu disais sur l'infiltration politique et l'utilisation par un certain nombre de pays, dont Israël et les États-Unis, de toutes ces vagues de mécontentement auxquelles on peut assister actuellement en Iran, qui sont, je le rappelle, à la base d'origine économique. Ce sont des commerçants essentiellement qui se sont mobilisés dans les rues pour dénoncer le coût de la vie chère. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais je veux juste ajouter que les populations iraniennes, alors évidemment, elles ont absolument le droit de manifester, de contester, comme dans n'importe quel pays d'ailleurs, hein, comme dans n'importe quel pays. Ça, il ne s'agit pas de. Mais nous, vu de l'extérieur, on ne peut pas juger cette situation comme si c'était simplement l'expression d'un mécontentement normal. C'est qu'il y a de bonnes raisons, sans doute les Iraniens ont de bonnes raisons de manifester, comme dans n'importe quel pays, les gens. Mais nous, on est là pour juger, et on parle bien de l'impérialisme aujourd'hui, hein, de l'action délétère de l'impérialisme en ce qui concerne l'Iran. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les pays du monde et dans toute l'histoire, il y a toujours des contestations, et c'est normal, c'est comme ça que les choses avancent. Il y a une bourgeoisie en Iran comme ailleurs, et c'est normal qu'il y ait une contestation, qu'il y ait une volonté. Mais où le problème se pose, c'est que dans n'importe quel pays, eh bien, si je prends la France par exemple, la France a pu faire ses expériences historiques de conquête. Alors la démocratie, on voit ce que c'est qu'en France en plus, hein, mais elle a pu faire ses expériences historiques, passer par des phases. À l'époque, il n'y avait aucun impérialisme qui était là pour imposer à la France telle ou telle direction et pour brouiller les cartes. C'est que le problème qui se passe avec des pays du Sud qui tentent d'émerger, qui tentent d'asseoir leur souveraineté nationale, c'est que non seulement ils ont affaire au jeu normal qui existe dans tout pays, hein, des classes sociales, la lutte de classe, mais en plus, il y a un problème de souveraineté nationale. Et c'est cela dont nous parlons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il est très compliqué pour des pays de mener leurs expériences historiques, comme la France l'a fait, comme l'Angleterre l'a fait, mais en situation de domination impérialiste en plus. Et on ne doit pas oublier cela. C'est ça le problème. Hein. Donc nous sommes là pour juger, pour montrer que l'impérialisme est là pour empêcher le cours naturel de l'histoire et imposer sa politique pour orienter les pays dans un sens de domination perpétuelle. Vous ne pouvez pas faire la guerre à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, je veux dire, et la révolution ou l'avancée sociale, quoi. Alors Saïd, sur cette question du blocus comme arme de l'impérialisme américain pour justement rendre possible l'agenda impérialiste américain, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Youssef a décrit pas mal d'aspects de ce système. Il y a aussi l'exclusion du système bancaire international. C'est-à-dire quand vous arrivez en Iran avec une carte bancaire internationale, vous ne pouvez rien payer parce que l'Iran est exclu d'office de toutes les transactions internationales
Donc, effectivement, ça limite totalement et considérablement les perspectives de développement économique. On t'écoute, Saïd, sur cet aspect. Alors, mais justement, ça a été, c'est un fait révélateur de la séquence qui est la nôtre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le SWIFT, le système de paiement interbancaire international, qui est actuellement dominé par les pays occidentaux et par les États-Unis. Et la décision d'exclure un pays de ce système interbancaire de paiement international a des effets immédiats, mais du jour au lendemain, sur ce que peut vendre un pays à l'extérieur. Pour l'Iran, ça a été 50% de son produit national brut qui a été supprimé en 48 heures. Imaginez que la production d'un pays, je ne peux plus vendre à l'extérieur. Donc, la production chute d'un seul coup. La baffe qu'ont reçue les États-Unis, ça a été justement, du fait des mutations mondiales, de cette émergence de la Chine, des BRICS, etc., le développement avec l'Iran d'un certain nombre d'échanges qui ne passaient plus par le dollar, qui étaient des systèmes de troc, d'échange de produits iraniens contre des produits chinois ou des produits brésiliens. C'est-à-dire un enclenchement, une accélération de la dédollarisation. Et donc ça, effectivement, il y a des moyens de pression. Et sur la question, ça c'est sur la question économique. Sur la question politique, les États-Unis ont très bien décrit, hein, c'est assumé, ce qu'ils appellent le soft power. Comment intervenir? Et en gros, ils disent, soit il y a des mécontentements objectifs, réels, et il s'agit de les orienter dans la bonne direction. Donc, il y a des révoltes populaires qui peuvent avoir des bases objectives, et on va intervenir pour les orienter dans la direction qui est souhaitée. Soit créer des mécontentements. C'est ce que font les États-Unis, partout où ils interviennent, soit en créant un blocus économique qui va créer dans l'espoir que le peuple se soulève contre le régime en place, soit venir orienter des manifestations pour les amener sur autre chose que leur revendication initiale. Mais de manière plus globale, si on essaye de comprendre les futures cibles, il faut avoir vraiment en tête la seule logique possible pour les États-Unis s'ils veulent maintenir leur domination mondiale telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a pas de 50 000 manières de faire. Ils ne peuvent pas se permettre d'être présents militairement partout. Et donc, il faut structurer le monde d'une certaine façon. De quelle façon? Eh bien, ils l'ont écrit eux-mêmes. Hein. C'est ce qu'ils ont fait pour le Moyen-Orient dans leur fameux plan de redécoupage du Moyen-Orient. Il s'agit de balkaniser tous les États qui ont une surface, des richesses, leur permettant de dire non aux États-Unis. C'est pour cela qu'on a créé le chaos dans un certain nombre d'endroits du monde, qu'on a parcellisé. Il y a des États qui se divisent. Aujourd'hui, c'est la Somalie avec le Somaliland qui est reconnu par Israël. Mais il y a la le Syrie Soudan, aussi, il y a la Syrie. il y a la Syrie, il y a le Yémen. Bref, il s'agit de balkaniser pour pouvoir avoir une multitude de petits États que l'on peut dominer. Mais même en n'ayant que des petits États sur toute la planète, on ne peut pas dominer sur l'ensemble de la planète. Et donc, il faut des sous-impérialismes, ce que j'ai appelé dans mes écrits des États vassaux qui contrôlent toute une région, qui sont complètement dépendants des États-Unis et qui contrôlent toute une région. Israël, c'est le premier exemple historique d'un État vassal total, un État qui a été créé pour gérer une région pour le compte des impérialismes extérieurs. Mais cette logique-là, elle est loin de s'arrêter à Israël. Dans le document que je disais tout à l'heure sur la sécurité nationale des États-Unis, pour le Moyen-Orient, ils disent renforcer notre base israélienne. Donc, c'est bien un État vassal. Donc, il s'agit de la renforcer. Et pour eux, c'est la seule manière de maîtriser la région. Mais ça va plus loin. Je pense que les États-Unis ont la même logique en Afrique, avec le Rwanda par rapport au Congo, par exemple. C'est un État, c'est le même type de fonctionnement. Un petit État surarmé, dépendant des États-Unis, qui intervient dans ses alentours. C'est une manière de gérer. Je pense que du côté des états-majors états-uniens, l'idée que le Maroc pourrait être par rapport au Sahel et à l'Algérie un État vassal de ce type-là est pensée. Donc je pense qu'il y a cette idée de restructurer le monde autour de pôles contrôlés par Washington, mais qui sont des pôles vassaux de Washington. Et là, on peut du coup repérer les futures cibles. Ce sont tous les États qui pourraient,
si le peuple était mobilisé, si un gouvernement voulait être plus offensif, qui pourrait avoir les moyens de résister. L'Iran a les moyens de résister et donc il s'agit de le saper. L'Algérie, de par sa taille, de par ses richesses, a les moyens de résister. Donc il faut éviter, et y compris des États qui semblent proches, on a peur que demain le régime puisse changer et puisse résister. Donc il faut les balkaniser. On voit par exemple aujourd'hui une remise en cause de l'alliance historique avec l'Arabie saoudite, qui est quand même une alliance qui a été un des points forts pour les États-Unis. L'Arabie saoudite, c'est pas un pays révolutionnaire. Ça reste une monarchie, ça reste les mêmes qui sont au pouvoir. Simplement, quand ils regardent leur intérêt économique, ils se sont dit, mais nous, on a intérêt de commercer avec la Chine. Du coup, que font les États-Unis face à cette décision de l'Arabie saoudite d'accepter d'autres monnaies que le dollar, parce que le crime de l'Arabie saoudite, ça a été ça. Hein. Ils ont juste dit, avec la Chine, on va commercer en yuan. Ben ça a suffi pour que les États-Unis disent, on ne peut pas s'appuyer sur l'Arabie saoudite, ils ne sont pas assez vassals. Il nous en faut un autre, c'est les Émirats arabes unis, qui sont aujourd'hui la colonne vertébrale. On change d'alliance et c'est eux qui sont la colonne vertébrale. Donc, au niveau de la région, les Émirats arabes unis deviennent le pôle réactionnaire par excellence et c'est eux qui vont être le point relais de l'intervention états-unienne. Alors pour terminer cet entretien, parce que je sais que Saïd a des engagements, mais vraiment c'est une question importante. Donc on le voit dans la politique impérialiste israélo-américaine a progressé, a gagné des points dans différents pays. On les a cités, hein, la Syrie, on a vu ce qui s'est passé au Liban, en Palestine évidemment. Donc finalement, demain, je vais vous poser une question cash. Demain vous êtes aux manettes, vous avez le pouvoir entre les mains, messieurs. Quelle décision concrète prenez-vous pour mettre un terme à cette politique néo-impérialiste américaine? Je ne sais pas, qui veut prendre la parole en premier? Youssef? Alors, de manière synthétique. Quelle est la feuille de route? Tu nous donnes ta feuille de route. C'est compliqué parce que effectivement il y aurait tellement de choses à faire. Bon, dans l'immédiat, moi je ferme les ambassades américaines et israéliennes pour commencer et je nationalise toutes les ressources de ce pays, du pays à la tête duquel je serai. C'est une drôle de question, mais voilà la nationalisation de toutes les ressources, bien sûr, et l'abolition des forces armées, de tout ce qui concerne la reconversion de tout ce qui était consacré aux forces armées jusque-là. Je reconvertis cela dans le médical, hein, pour l'économie, enfin pour tout ce qui concerne le médical, ce qui concerne la scolarité, ce qui concerne le bien-être social. Il y a quand même des mesures très rapides à prendre, et je le dis pour commencer au plan politique étrangère. Bien sûr, je ferme les ambassades américaines et israéliennes sans aucun problème. Et au plan intérieur, nationalisation du système bancaire, nationalisation des ressources. Alors après, tout dépend de quel pouvoir. Si c'est un pouvoir ouvrier, évidemment, on ira encore plus loin. Il faudrait établir évidemment la dictature du prolétariat, ça c'est clair. Mais disons dans le cadre d'un gouvernement, on va dire, populaire, pas sans aller jusqu'à la dictature du prolétariat, voilà, c'est ce que je ferais. Nationalisation de tout le système bancaire et reconversion de tout ce qui a été consacré aux militaires dans l'industrie civile, avec priorité pour tout ce qui est la santé, l'éducation. Voilà. Mais il faut une armée pour protéger. Il faut une armée pour protéger justement un pays d'une invasion américaine. Donc si tu liquides et si tu réorientes toutes les dépenses du militaire dans l'éducatif, ce qui est très noble et ce qui est très important, mais dans ce cas-là, le pays est à la merci de n'importe quelle prédation. Comment tu gères ça? Alors dans ce cas, alors la transformation avec une armée populaire, c'est autre chose. Actuellement, ce qui n'est pas du tout le cas de la France, qui a une armée de professionnels, de mercenaires. Alors après, on peut penser à une armée populaire, qui serait là uniquement pour protéger une population d'éventuels prédateurs. Vous savez, la France, le seul prédateur qu'elle pourrait avoir aujourd'hui, effectivement, les États-Unis, mais je ne pense pas qu'ils se risqueraient. Mais oui, alors après, mise en place d'une armée populaire, ça c'est autre chose. Mais je parle de l'armée telle qu'elle est actuellement, le ministère de la Défense, qui est une armée impérialiste d'agression, hein, et d'intervention partout dans les pays du Sud, et principalement. Alors, il y a aussi la question coloniale, bien sûr, ce serait aussitôt l'indépendance pour les colonies françaises,
et surtout, en ce qui concerne l'Afrique, redéfinir les relations avec l'Afrique avec une vaste concertation où on demanderait aux États africains ce dont ils ont besoin. Et on n'imposerait pas les choses, évidemment, de façon à redéfinir les termes de l'échange au plan économique. Voilà un certain nombre de choses. Et quant aux grands groupes, eh ben, museler les grands groupes français en attendant de tous les nationaliser, évidemment. Saïd, qu'est-ce que tu fais? Tu as le pouvoir entre les mains. Quelle décision tu prends? Quelle est ta feuille de route? Peut-être que des dirigeants politiques t'écoutent ou écouter cette émission et qu'ils seront bien inspirés par ce que tu peux leur dire. On t'écoute. Alors, on va imaginer que c'est à la tête de la France que l'on est, hein. Donc, Oui. eh ben, immédiatement une sortie de l'OTAN, immédiatement une sortie de l'euro, Sûr. immédiatement une sortie de l'Union européenne et la mise en place d'une politique économique qui soit une politique économique qui améliore rapidement les conditions d'existence de la population, de telle sorte à ce que lorsqu'il y aura des rétorsions de la part du reste du système impérialiste, eh bien, je puisse m'appuyer sur la population pour résister. Or, en réalité, aujourd'hui, les seuls régimes qui peuvent résister sont ceux qui ont un appui populaire réel. L'illusion de pouvoir résister à cette force de frappe impérialiste en ayant un gouvernement autoritaire vis-à-vis de sa population est une illusion totale. En réalité, si la population n'est pas derrière vous, même quand elle est derrière vous, c'est pas sûr de gagner, alors que si elle n'est pas derrière vous, vous êtes sûr à terme de perdre. Et puis, dernier aspect, la mise en place d'une démocratie par en bas, une démocratie directe, la plus proche possible des populations, parce que ce n'est pas un chef d'État qui décide. En réalité, c'est lorsque l'on a réussi à faire descendre la décision par une démocratie populaire que les choses peuvent se consolider. Voilà 4 axes qui me semblent être des axes immédiats à mettre en place. Merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage que vous avez apporté à nos éditeurs donc, sur cette question de l'impérialisme. On a parlé évidemment du Venezuela, mais au cœur de ce sujet, c'est la question de la politique impérialiste américaine. Merci à tous nos éditeurs pour leur fidélité. Je vous invite instamment à vous abonner à la chaîne. Trop peu de nos auditeurs, enfin trop peu de personnes qui visionnent nos vidéos sont abonnés à la chaîne. C'est important, c'est un soutien important pour nous encourager et pour que nous puissions persévérer dans ce travail. Je remercie une fois de plus Youssef Boussouma et Saïd Bouamama pour leur intervention et je vous donne rendez-vous prochainement, comme d'habitude, pour un autre entretien sur Mizzen TV. Merci, messieurs.